Dans cette vidéo, je ne vais pas répéter les mêmes histoires d'entraînement de la vieille école que vous avez entendues 100 fois sans cliché courir 10 mètres par jour ou frapper le sac de musculation. Pendant des heures je suis ici pour vous dire ce que ces autres vidéos manquent. Pour rester, c'est une vidéo que vous ne regretterez pas d'avoir regardé cet après-midi de juillet à Toledo sous le soleil brûlant de l'Ohio. Jack Dempsey, le champion des poids lourds. Il s'est senti comme un bébé lorsqu'il a regardé de l'autre côté du ring et a vu le grand Jess Willard enlever son peignoir dans le coin opposé. Cowboy Jess était le champion du monde des poids lourds et c'était un géant, qui plus est un géant aux proportions parfaites. Il était un athlète de tout premier ordre, avec des épaules effilées comme celles de Derek, et ses muscles étaient si doux et si lisses. En comparaison, Dempsey avait l'air d'un bébé ou d'un nain, même s'il mesurait plus des 1m80 et pesait 180 livres. Son poids annoncé était de 187 livres. Alors qu'il regardait Willard à travers le ring, il connaissait les explosions de dynamite. Il avait appris à connaître la dynamite dans les esprits du Colorado, de l'Utah et du Nevada, où il avait travaillé par intermittence pendant environ 6 ans et connaissait bien la dynamite dans les combats. Il avait étudié la dynamite du poing depuis l'âge de 7 ans. C'est à ce moment-là qu'il avait eu son premier combat au poing avec un gamin de sa taille. À Manassas, son manager Jack Dock car l'avait déjà surnommé Jack the Giant Killer, le tueur de géants, parce qu'il avait mis au tapis des gars aussi grands que Carl Morris et Fred Fulton, qui étaient tous des hommes de grande taille. Mais aucun n'avait eu l'air d'un géant aussi impressionnant que Willard cet après-midi étouffant. Dancy s'était entraîné pour Willard à l'Overland Club de Mommy Bay presque tous les jours. Carr et l'entraîneur Jimmy DeForest avaient rapporté qu'il était en bien meilleure forme que Willard, mais lorsqu'il vit un grand Jess traverser le ring sans un grain de graisse sur sa charpente massive, il se demanda si Carr et DeForest ne lui avaient pas apporté des rapports agréables, mais faux, pour soutenir son courage. Il n'a pas dit qu'il avait peur en regardant Willard, mais il a admis qu'il commençait à se demander s'il portait assez de dynamite pour mettre à terre l'homme des montagnes et quand le combat a commencé, il a envoyé Jess s'écraser sur le tapis 6 ou 7 fois dans le premier round et l'a battu si durement dans la troisième séance que Jess n'a pas pu sortir pour le quatrième round alors que Willard était assis, impuissant, sur son tabouret dans le coin. Ses soigneurs jettent l'éponge juste après que la cloche a sonné le début du quatrième round. Dempsey remporte le championnat du monde des poids lourds par KO technique. Il remporte le titre le plus convoité du ring en arrêtant un homme beaucoup plus grand et plus fort que lui, qui le dépasse de 65 livres. Il l'a jeté dans l'impuissance en faisant exploser le poids de son corps en un mouvement rapide contre lui. Il a utilisé le poids de son corps avec la même force qu'un bébé qui tombe peut mettre KO un chauffeur de camion et il a utilisé l'explosion, qui est l'arme la plus importante dans la boxe. Dans le cas de Jack Dempsey et pour la plupart des boxeurs de la vieille école, l'explosion est venue de deux choses. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cela peut sembler ridicule à certains, mais c'est vrai. L'une des choses sur lesquelles les boxeurs de la vieille école se sont beaucoup concentrés pour améliorer leur explosivité en boxe, c'est un autre sport. Certains sont même devenus professionnels dans ce domaine. C'est assez ironique, mais c'est vrai. Ils s'entraînaient à la lutte. La lutte et le grappling étaient des aspects essentiels, mais souvent négligés, de l'entraînement de la boxe ancienne. Alors que les combattants modernes se concentrent sur des exercices de force isolés. Les légendes du passé avaient compris que la véritable force de combat provenait de la physicalité du monde réel. Saisir et contrôler un adversaire dans des espaces restreints. Au début du XXe siècle, la boxe et la lutte n'étaient pas aussi éloignées l'une de l'autre qu'aujourd'hui. De nombreux lutteurs légendaires, dont Jack Dempsey, John L. Sullivan, Joe Louis et même Pernell Whitaker, passaient autant de temps à s'agripper qu'à donner des coups de poing. Pourquoi ? Parce que la lutte développe une incroyable force de préhension, une endurance de base et une résistance physique générale, des qualités qui se traduisent directement sur le ring. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une zone de combat, ou si vous avez combattu un boxeur sous pression, vous savez qu'il est tout aussi important de contrôler votre adversaire de près que de lui donner des coups de poing. Les combattants de la vieille école l'ont compris et ont utilisé des techniques de lutte pour s'assurer de dominer les combats à courte distance. L'un des principaux avantages de la lutte pour la boxe est la force de préhension. Contrairement aux boxeurs modernes qui entraînent leur préhension par des prises de main ou des exercices d'avant-bras, les boxeurs de l'ancienne école développaient leur préhension par des mouvements fonctionnels bruts. Le combat les obligeait à solliciter constamment leurs mains, leurs poignets et leurs avant-bras, ce qui rendait leurs coups de poing plus lourds et leur capacité à contrôler l'adversaire dans l'affrontement bien supérieure. Une prise plus forte leur permettait de frapper leurs adversaires, de contrôler leurs bras et de les empêcher de s'échapper ou de contre-attaquer. Il ne s'agissait pas d'une simple théorie, mais d'un véritable avantage lors d'un combat. Jack Dempsey, l'un des plus redoutables cogneurs de l'histoire des poids lourds,
attribuait une grande partie de sa force à ses débuts dans le combat et à son travail d'ouvrier. Il avait compris qu'un combat ne consistait pas seulement à donner des coups de poing, mais aussi à être l'homme le plus fort, celui qui pouvait pousser, tirer et épuiser son adversaire. Son jeu de clinch. Dempsey n'aurait pas eu la même capacité à rudoyer et à dominer ses adversaires dans des espaces restreints, mais la force du grappin n'était qu'une partie de l'affaire. La lutte a également construit une incroyable durabilité dans la lutte. Vous êtes constamment en train de pousser, de tirer, de résister et d'être projeté, ce qui a rendu les lutteurs de la vieille école incroyablement résistants. Leurs coups, leur dos et leur corset ont été conditionnés de manière à ce qu'ils puissent s'adapter à l'évolution du combat. Contrairement aux lutteurs d'aujourd'hui qui utilisent souvent des machines pour renforcer leur corps, les guerriers de l'ancienne école utilisaient une véritable résistance. D'autres corps humains, le grappling et la lutte les obligeaient à développer leur force de la manière la plus naturelle possible. N'oublions pas John L. Sullivan, le champion de barre-knuckle qui a régné sur ce sport à la fin du XIXe siècle. Sullivan s'est entraîné à la lutte parce qu'il savait que les combats ne consistaient pas seulement à porter des coups nets, mais aussi à faire preuve d'endurance, de robustesse et de capacité à contrôler un adversaire dans des espaces restreints. Son entraînement lui a permis de tenir plus longtemps que ses adversaires dans des combats épuisants où les techniques de lutte faisaient souvent la différence entre la victoire et la défaite, même si la boxe évoluait et devenait plus réglementée. Les combattants les plus intelligents n'ont jamais abandonné leurs racines dans le grappling. Certains des plus grands champions de tous les temps, dont Rocky Marciano, se sont entraînés à la lutte pour développer leur force, leur équilibre et leur résistance. Marciano, connu pour sa volonté inébranlable et sa pression incessante, avait compris qu'en poussant, en tirant et en frappant son adversaire au corps à corps, il pouvait le fatiguer et le faire tomber round après round, mais la boxe moderne l'a oublié en cours de route. Aujourd'hui, les combattants se concentrent sur la levée de poids à l'aide de machines sophistiquées et sur l'isolation des muscles. Ils ont remplacé le grappling et l'entraînement musculaire par des exercices en salle qui ne reproduisent pas les exigences réelles d'un combat. C'est pourquoi les combattants d'aujourd'hui luttent dans la lutte, sont malmenés à l'intérieur ou s'affaiblissent à la fin du combat. Ils n'ont pas la force brute et l'endurance qu'avaient les légendes de la vieille école. Et puis la lutte, un autre élément clé qui a joué un rôle majeur dans l'ère de la boxe de la vieille école, c'est le fait de couper du bois. Il ne s'agissait pas seulement de développer des muscles, mais de forger le type de puissance implacable et éprouvée au combat qui permettait de terrasser les adversaires en 15 minutes épuisantes. Contrairement à l'haltérophilie dans un gymnase contrôlé, le maniement d'une hache exigeait une force fonctionnelle brute, une rotation explosive des hanches et une coordination totale du corps. Chaque coupe obligeait le combattant à générer de la puissance à partir du sol, comme un coup de poing KO. Les combattants ne se contentaient pas de couper pendant quelques minutes, ils passaient des heures à marteler des rondins, développant des poignets, des avant-bras et des épaules en acier, capables d'absorber des impacts répétés, endurcissant leurs mains, les conditionnant pour qu'ils puissent s'adapter à l'environnement. Rocky Marciano, célèbre pour ses séances de coupe de bois brutales, pensait que s'il pouvait manier une hache pendant des heures, il pourrait donner des coups de poing sans interruption sur le ring. Son entraîneur Charlie Goldman a déclaré un jour que l'entraînement de Marciano était si intense que lorsqu'il montait sur le ring, le combat lui paraissait plus facile que ses séances d'entraînement. Il a été noté que Marciano avait l'un des styles de frappe les plus implacables de l'histoire des poids lourds, épuisant souvent des adversaires plus grands qui ne pouvaient tout simplement pas suivre sa pression. Même Jack Dempsey, connu pour sa puissance féroce, utilisait du bois de chauffage pour développer la force d'écrasement de ses coups de poing. Son légendaire crochet gauche ne s'est pas construit dans une salle de musculation, mais grâce à un travail manuel éreintant qui a conditionné tout son corps pour l'impact maximal. Les boxeurs de l'époque avaient compris une chose que les boxeurs d'aujourd'hui négligent souvent. La véritable puissance vient de la répétition du balancement d'objets lourds, encore et encore, jusqu'à ce que le corps devienne une arme imparable. Les boxeurs d'aujourd'hui utilisent des machines, des bandes de résistance et des exercices de musculation avancés, mais les guerriers de l'ancienne école connaissaient la valeur du travail manuel acharné. Ils ne s'entraînaient pas pour paraître forts, mais pour l'être. Lorsque vous coupez du bois épais, il n'y a pas de piège ni de raccourci, il n'y a que vous, la hache et votre volonté, et sur le ring, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans les méthodes d'entraînement brutales et oubliées des guerriers de l'ancienne école. Il ne s'agissait pas seulement d'entraînement, mais d'un mode de vie qui a forgé des combattants capables de faire la guerre pendant 15 rounds sans s'arrêter. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire. Quelle est votre méthode d'entraînement old school préférée? Les combattants d'aujourd'hui survivraient-ils à ce genre de routine? Parlons-en.